Bonjour à toutes et à tous, je voulais vous faire mon petit billet d'humeur pour un peu vous débriefer la dernière séquence politique justement au Sénat par rapport au paquet pouvoir d'achat. On a eu deux textes qui sont arrivés donc au Parlement, un sur le pouvoir d'achat, dit du pouvoir d'achat, et un sur un projet de loi de finances rectificative. Donc je voulais un petit peu revenir un petit peu sur ces deux textes, vous faire une petite analyse politique de ce qui s'est passé ces 2 derniers mois. C'est parti! On est dans une nouvelle séquence politique depuis la réélection d'Emmanuel Macron. Le fait qu'il n'a pas bénéficié de majorité absolue, il a une majorité plus que relative lors de son installation. Donc, ce qui amène à tout un tas de négociations qu'il a besoin d'opérer. Alors je pourrais vous faire un état concret de qu'est-ce qui s'est passé exactement. On a eu donc deux textes sur le pouvoir d'achat et un texte de projet de loi de finances rectificative. En fait, ces deux textes sont assez liés, c'est-à-dire qu'il y a des mesures qui ont été prises en faveur du pouvoir d'achat, et puis le projet de loi de finances qui va avec pour les financer. Bien évidemment, avec les élus de gauche, je parle moi principalement du Sénat, mais vous avez pu le voir au niveau de l'Assemblée nationale, ce qu'on a pu assister, c'est carrément, on peut dire, une fusion, une entente très claire, assumée, entre la majorité relative du président de la République En Marche, et les Républicains. Dans le sens, ils ont vraiment dealé entre eux, que ce soit à l'Assemblée, eux au Sénat, pour se mettre d'accord sur ces textes, donc leur donner une portée beaucoup plus à droite, beaucoup plus libérale, avec en plus une volonté encore plus forte au niveau des sénateurs de droite, puisque ici l'ARM est un petit groupe, ils sont à peu près 20-25 sénateurs. Ici au Sénat, il faut savoir que c'est les Républicains qui sont majoritaires avec une part des centristes. Et donc la volonté des Républicains, en tout cas au Sénat, a été de véritablement faire une chasse aux pauvres en rognant sur toutes les revalorisations qui étaient faites pour les personnes bénéficiaires des minima sociaux, dont les personnes qui touchent le RSA, où ils essayaient de rogner sur les aides aux plus démunis, où ils ont essayé de couper des allocations comme les allocations de rentrée qui étaient destinées également aux bénéficiaires de RSA. Ils voulaient les couper et ne les donner uniquement qu'à une catégorie de la population. On a vu aussi un détricotage en règle de l'une des dernières avancées sociales de notre pays, qui est les 35 heures, où à travers la monétisation des heures supplémentaires, ils ont voulu pérenniser en tout cas ce qu'on appelle la monétisation. Alors qu'est-ce que c'est que la monétisation? C'est la possibilité en fait de transformer ces RTT en salaire. Sauf que dans le cadre d'une négociation au sein d'une entreprise, bien évidemment, ça n'est pas l'employé la plupart du temps qui décide de ce qu'il fait de ses jours de congé, c'est plutôt l'employeur qui peut vous mettre une pression pour dire à ses salariés, écoute, je préfère que tu les transformes en salaire, en plus c'est un salaire sur lequel je ne te paye pas en heures supplémentaires, donc je ne paye pas des charges supplémentaires, et je ne paye pas aussi un bonus en tant qu'heure supplémentaire, c'est juste des heures que tu transformes en salaire, donc ça fait moins de congés, et contrairement à ce qui peut être dit, je pense que les gens qui travaillent eux constatent cette réalité. C'est rarement le salarié qui décide de ce qui se fait de ses RTT, il peut être soumis à des pressions par rapport à ses employeurs. C'est en ça que nous considérons que c'est une manière déguisée d'augmenter finalement le temps de travail pour tous les salariés, et qui n'est pas véritablement un choix entre pouvoir bénéficier de repos et finalement ces heures supplémentaires déguisées. Donc c'est un combat qui a été mené aussi bien à l'Assemblée nationale et au Sénat contre ce texte. Et nous, ce qui était très important aussi, c'est qu'on a promu une taxation des super-profits. C'est-à-dire que, bien évidemment, on souhaite des mesures de pouvoir d'achat beaucoup plus fortes, parce que ce qui a été voté dans ce texte, c'est principalement sous forme de primes. Les primes, la plupart du temps, c'est défiscalisé, donc vous ne payez pas d'impôts, soit, mais il n'y a pas d'argent qui rentre dans les caisses de l'État, et qui plus est, ça n'est pas soumis à des cotisations sociales, c'est-à-dire que vous ne cotisez pas pour tous les systèmes de sécurité sociale qui participent à nous protéger pour tous et toutes dans notre pays. Donc on pense que c'est des mesures vraiment accessoires qui n'aident pas directement les gens. Donc vous ne cotisez pas pour la retraite par exemple sur ces primes. Donc rien ne vaut une augmentation de salaire, à commencer par le salaire minimum. Si on veut donner du pouvoir d'achat aux gens, ça commence par l'augmentation de leur salaire réel. Puisque quand on augmente votre salaire,
on augmente aussi vos cotisations à votre retraite, on augmente aussi tous vos droits sociaux. Il y a tout ça qui va avec, et c'est ce qui n'est pas le cas avec les primes. Donc en fait, nous, ce qu'on a défendu, c'est d'augmenter réellement les salaires et les salaires des plus démunis à travers une augmentation du SMIC à 1 500 €, ce qui a été refusé, puisque quand on gagne le salaire minimum, notre salaire, on a tendance à le dépenser entièrement, puisqu'on n'a déjà souvent pas grand-chose pour pouvoir vivre. Donc en plus, c'est du pouvoir d'achat qui est directement dépensé dans notre pays assez rapidement et complètement. Donc pensez que c'était une mesure beaucoup plus utile et beaucoup plus pérenne dans le temps que des mesures temporaires qui n'auront pas beaucoup d'effet et qui seront automatiquement dans la durée, qui ne tiendront pas sur la durée. Et ensuite, par rapport à cette justice sociale qu'on défendait, on trouvait que dans le même temps, pour pouvoir financer ces mesures, il y a aussi eu des propositions pour pouvoir baisser les prix de l'essence. Total a fait des propositions parce qu'elle avait peur. Cette entreprise faisait partie des entreprises qui potentiellement le gouvernement faisait une sorte de menace de les taxer, intention qu'ils n'ont jamais eue au final. Donc elles ont comme fait une sorte de charité en disant nous baisserons de 10 ou 15 centimes le prix du livre, ce qui ne représente pas beaucoup par rapport à profit, ça doit être 500 000 ou 600 000 €, alors qu'elles ont fait 500 millions ou 600 millions d'euros, alors qu'elles ont fait énormément de profit, puisque au cours de l'année qui vient, on évalue à peu près à plus de 20 milliards d'euros de profit de cette entreprise. C'est-à-dire que ça soit Total, mais il y a d'autres entreprises dans le secteur de l'énergie, finalement profitent énormément de la crise, puisqu'elles font énormément de profits sur le dos justement des Français qui eux ont du mal pour pouvoir justement se chauffer, avec un hiver qui arrive prochainement, où on a des risques d'ailleurs de pénurie, et où elles ont du mal aussi à faire des pleins qui sont très élevés. Donc nous, on considère que toute mesure de pouvoir d'achat doit s'accompagner à une taxe sur les super profits à hauteur de 25%. Pour vous donner une idée, c'est qu'il restera 75% autres pour ces entreprises, ce qui est déjà énorme. 25%, ça ferait 5 milliards pour l'entreprise justement Total. Mais il y a aussi les concessionnaires d'autoroutes qui ont été privatisés depuis le début des années 2000 et qui eux aussi coûtent de plus en plus cher, font énormément de profits sur le dos justement des personnes qui utilisent leur voiture pour prendre l'autoroute, pour aller en vacances. Et donc ils font énormément d'argent, je crois que c'est 8 à 9% de plus chaque année, sur le dos, sur votre dos en tant qu'autoroutier ou routier. Et donc ça coûte de plus en plus cher aussi sur la facture des Français. Et je pense qu'il serait important aussi de permettre une taxe sur ces concessionnaires d'autoroutes pour permettre de redonner l'argent aux Français et de pouvoir les aider. Mais ça, dans le même temps, on a défendu aussi une logique. Bien évidemment, on est dans une période de réchauffement climatique qui s'accélère finalement. Nous sommes en train de vivre déjà les premières conséquences du réchauffement climatique depuis le début de l'été. Vous avez pu voir des feux très importants en Gironde, il y a des sécheresses très importantes dans une grande partie de notre pays. Il y a des feux bien évidemment qui se manifestent dans d'autres régions du monde, des sécheresses également dans d'autres régions du monde. J'ai l'occasion justement à travers mon mandat de Français établi hors de France de partir un peu partout et de constater justement les effets du réchauffement climatique dans beaucoup d'endroits. Et il faut avoir une forme de cohérence, c'est-à-dire qu'effectivement les prix du pétrole coûtent de plus en plus cher, mais il faut pouvoir offrir une alternative, vous offrir une alternative pour pouvoir vous déplacer de manière qui permet de protéger la planète, qui est moins consommateur de CO2 que la voiture à travers le transport public. Mais pour ça, il faut vous permettre d'accéder à une offre accessible au point de vue financier, puis accessible tout court, avec une offre de train déployée beaucoup plus importante, où que vous viviez, parce que je sais que dans les zones rurales, ces dernières années ont plutôt été des moments où on a eu des fermetures de lignes plutôt que des ouvertures, des trains beaucoup moins fréquents et beaucoup moins de qualité. Donc il est important d'investir massivement et de baisser les prix. C'est possible parce que c'est fait déjà dans d'autres pays. Il y a l'exemple de l'Allemagne qui a fait des mesures spécifiques pour que tout citoyen allemand puisse prendre le train pendant tout l'été à 9 € par mois. C'est-à-dire vous payez 9 € et vous pouvez voyager partout en Allemagne tout au long du mois d'août. Nous pensons que c'était une mesure minimale pour pouvoir inciter les Français de prendre d'autres modes de transport qui consomment beaucoup moins et vous permettre aussi de faire des économies en termes de pouvoir d'achat puisque vous paierez beaucoup moins vos déplacements. Autre élément très important qui a été discuté, qui a pu paraître inaperçu, voire une forme de désintérêt, mais pourtant qui est gravissime, c'est la question de la redevance audiovisuelle.
Alors ça vous a été vendu comme étant éventuellement une baisse d'impôt. Finalement, vous vous dites, bah, c'est un impôt que je paierai en moins, c'est un gain de pouvoir d'achat. Alors déjà, ça c'est une arnaque totale. C'est pas un gain de pouvoir d'achat, puisque l'audiovisuel public, et ça fort heureusement, va toujours être financé, mais par le biais de la TVA. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous ne payez plus à travers la redevance, vous le payez à travers la TVA. Donc ça ne change absolument rien. C'est-à-dire que automatiquement, finalement, c'est quelque chose, la TVA, c'est un impôt qui s'impose à tous. Donc finalement, il y a plus de gens qui le payent. Il y a plus de gens qui y participent indirectement à travers un impôt, en plus, qui est très inégalitaire que la TVA, puisqu'elle est payée même par les plus pauvres. Et il y a un enjeu très important, c'est l'indépendance des médias publics. En France, on assiste depuis plusieurs années à une concentration des médias à travers des oligarques millionnaires, un petit nombre de personnes millionnaires qui accaparent les médias privés en France. D'où l'importance d'avoir des médias publics audiovisuels puissants et indépendants face à cette concentration, face aussi à l'augmentation des fausses nouvelles. Je pense qu'il est important de garantir une information de qualité indépendante. Et malheureusement, la réforme actuelle ne permet pas ça. Au contraire, elle crée une brèche dans l'indépendance des médias, puisque son financement est une des clés de son indépendance. À travers la redevance, ça permet d'avoir quelque chose de fléché, de séparer finalement par rapport aux autres taxes, en disant que c'est quelque chose qui garantit un financement automatique, budgétisé, ce qu'on appelle budgétisé, c'est-à-dire qu'il y a un budget précis, tandis que là, le budget pourrait changer d'année en année, tandis qu'avec la TVA, il y avait un montant précis qui pouvait être réévalué, il y avait un montant précis qui permettait de flécher une somme exacte. Donc en fonction des aléas politiques, des changements de majorité, un simple trait de plume pourra soit le diminuer, soit supprimer le financement. Et puis il y a certains partis politiques, comme le Rassemblement national, qui souhaitent le privatiser, donc qui eux supprimeraient carrément son financement à peine arrivé au pouvoir. Donc il faut quelque part sacraliser ça, le renforcer. Et nous, on considérait qu'il fallait permettre une contribution, justement, à travers, en fonction des revenus, bien évidemment, de tout à chacun. C'est-à-dire que si vous gagnez moins de 15 000 euros par an, ben vous ne paierez rien, vous paierez zéro. Les gens qui payent actuellement ne paieraient moins. Et nous, on souhaitait faire payer ceux qui possèdent le plus. Pour vous donner une idée, la redevance en Allemagne coûte environ 220 euros pour tout le monde, ce qui est énorme. Donc nous, ce qu'on proposait, c'était vraiment une échelle en fonction des revenus des gens, pour pouvoir avoir une assise plus large, parce que la redevance était un peu archaïque, telle qu'elle était dans son mode de fonctionnement actuel, puisqu'elle était basée sur le fait de posséder ou non un poste de télévision. On sait très bien que désormais, l'évolution des choses fait que beaucoup de gens regardent des émissions du service public, potentiellement sur des tablettes, sur leur smartphone, sur d'autres supports, leurs ordinateurs ou autres, et pas forcément sur une télévision. Il est plus nécessaire de posséder une télévision pour pouvoir justement accéder au service public. Donc ça paraissait légitime de la réformer, mais de ne pas la supprimer, pour qu'elle soit plus en lien avec la réalité, les réalités que nous vivons. Donc on prévoyait justement cette échelle de budgétisation avec le plus gros porté par ceux qui ont le plus. Ceux qui possèdent, par exemple, qui gagnent plus de 150 000 par an, paieraient la somme maximale de 220 euros, comme en Allemagne pour tous. Et puis, il y aurait un gain de pouvoir d'achat pour tous les autres, puisque toute personne qui gagne moins de 50 à 60 000 euros par an, ce qui est quand même une grande catégorie de la population, paierait moins. Avec toute la gauche, nous allons saisir le Conseil constitutionnel sur ce sujet pour qu'il casse justement ce que vient de faire le gouvernement sur le principe justement de l'indépendance du service public. Donc ça, c'est un combat à mener qui n'est pas anodin, qui concerne finalement la démocratie, puisque l'accès à le pluralisme médiatique et la possibilité d'avoir une information indépendante, c'est au cœur de nos démocraties. Ça participe pleinement de la démocratie de pouvoir accéder à l'information équitable, juste, pour tous et toutes. C'est important et c'est nécessaire au bon fonctionnement de notre démocratie, donc c'est un sujet majeur. Donc voilà un petit peu ce qui a été défendu. C'est pour ça que nous n'avons pas souhaité voter ces textes, parce qu'ils ne vont pas suffisamment loin, ils ne répondent pas à la crise que nous vécons, la crise inflationniste. Quand il y a une inflation à plus de 6%, nous considérons qu'il faut agir à la hauteur de cette inflation, donc de pouvoir redonner de l'argent
à la hauteur de l'inflation, donc augmenter de 6%, et de pouvoir justement développer des modes de transport alternatifs et beaucoup moins coûteux pour pouvoir réellement vous venir en aide tout en préservant l'environnement. Donc on a mené le combat réellement entre les deux chambres. Alors ce qu'il faut savoir, la manière dont ça se passe, c'est que là on était dans le cadre où il y avait une seule lecture, c'était en accéléré, en quelque sorte le texte qui a été décidé par le Parlement. On a siégé lors de ce qu'on appelle une session extraordinaire pendant tout le mois de juillet et le début du mois d'août. Ça vient de se finir il y a quelques jours. Et en fait, l'Assemblée nationale a d'abord voté sur un texte, ensuite le Sénat vote sur un texte, et quand les deux textes sont différents, il y a ce qu'on appelle une commission mixte paritaire qui est composée de 7 sénateurs et 7 députés. C'est proportionnel à la représentation politique de chaque groupe politique dans chaque Parlement. Comme ici au Sénat, c'est la droite qui est majoritaire, la représentation des sénateurs est beaucoup plus de droite. Comme à l'Assemblée nationale, il y a quand même une majorité, mais une majorité relative d'En Marche, avec LR, disons qu'au sein de la CMP des 14 parlementaires, la majorité est clairement l'ARM et LR. D'où le fait qu'il y a une entente. Aucun texte ne pourrait passer sans un accord entre ces deux-là. Et accord il y a eu, puisque les deux dont je parlais sur le pouvoir d'achat et le projet de loi de finances rectificatif ont permis un accord entre les deux. Donc on assiste finalement au retour d'un clivage assumé, gauche-droite, où on a devant nous une droite très dure qui souhaite faire la chasse aux pauvres, avec un petit peu son versant de la droite sénatoriale, qui est une droite très dure, qui souhaite rogner donc sur les avantages sociaux et en laissant les riches tranquilles finalement, ceux qui bénéficient de la crise en ne souhaitant pas les taxer, en étant très serviles vis-à-vis d'eux et en étant impitoyables vis-à-vis des plus démunis de notre société. Donc il y a beaucoup de combats qui vont intervenir aussi à la rentrée, puisqu'à partir dès le mois de septembre finalement, le combat, la chasse aux pauvres va continuer, puisque le premier texte qui sera déposé à l'Assemblée nationale sera un texte sur la réforme de l'allocation chômage, donc pour encore rogner sur des droits concernant les chômeurs. Donc nous serons particulièrement vigilants sur ce texte. Il était censé avoir un texte aussi sur l'immigration, une lubie encore une fois de plus de l'extrême droite qui vient de l'extrême droite et de la droite réactionnelle reprise par la majorité relative d'Emmanuel Macron. A priori, elle serait repoussée à plus tard, mais nous mènerons le combat sur tous ces sujets, et également sur un sujet majeur au cours de la prochaine année, ça sera celui du chantier de la retraite. Quand on parle de chasse aux pauvres, justement, des difficultés des plus démunis, il y a quand même le projet d'Emmanuel Macron de faire la retraite à 65 ans. Et qui va subir de plein fouet la retraite à 65 ans? Ce n'est pas les gens qui ont des métiers qui les émancipent, des métiers agréables, qu'il est agréable de faire, dont on a envie de se lever pour les faire, mais il y a des métiers malheureusement qui asservissent, qui sont difficiles, qui sont à la chaîne, qui sont épuisants, qui brisent. D'ailleurs, on a vu que l'espérance de vie de certaines catégories professionnelles était plus limitée que d'autres. Il y en a beaucoup dans certaines catégories, je parle du bâtiment ou autre, on meurt justement aux alentours de 65 ans. Dans d'autres métiers, on meurt beaucoup plus tard, à 80 ans. Donc s'il y a bien une mesure d'injustice, c'est celle de monter finalement l'âge de retraite, puisque ça va toucher automatiquement les plus démunis, qui auront à l'arrivée finalement une retraite, étant donné que leur espérance de vie est beaucoup plus courte, beaucoup moins importante et beaucoup moins longue que des personnes qui sont dans des milieux dans lesquels ils ont une espérance de vie plus importante. Donc nous nous battrons pour une retraite beaucoup plus juste, parce qu'on pense qu'il y a une richesse, il y a des richesses dans ce pays, il y a la possibilité d'avoir une retraite beaucoup plus tôt, à 60 ans, qui plus est pour les carrières les plus longues et les métiers les plus pénibles. Il faut pouvoir repenser aussi notre solidarité en aidant plus ceux justement qui ont des durées de vie plus faibles, pour qu'ils puissent partir à la retraite plus tôt, quitte à ce que ceux qui ont des métiers plus favorisés puissent partir plus tard. Donc voilà, ça va être la bataille des prochains mois, et donc je serai moi-même au combat ici au Sénat, puis j'aurai l'occasion de revenir vers vous pour pouvoir échanger. Donc n'hésitez pas à commenter, partager, mettre un pouce à cette vidéo et en parler autour de vous, puis surtout n'hésitez pas à commenter bien sûr, mais également m'envoyer des messages plus directement. Vous pouvez trouver mon adresse sur le site du Sénat, vous pouvez m'écrire, et puis vous pouvez également me suivre sur tous les réseaux sociaux, commenter, échanger directement avec plaisir, n'hésitez pas.